Je m'appelle Jérôme Tron et je ne vais pas vous parler de Mazog. Je vais vous présenter une conférence sur l'eau, parce que l'eau fait partie de ces éléments dont on a tendance à considérer qu'ils sont abondants et quasi gratuits, et donc à les négliger, et vous comprendrez que c'est une grave erreur. Donc, ce que je vous propose de suivre, ce que je vais vous présenter, c'est l'eau, son origine, sa place dans l'univers et sur Terre, un certain nombre de propriétés étonnantes de l'eau sans lesquelles la vie n'aurait pas pu apparaître sur Terre ni s'y maintenir. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, pour finir, quelques éléments de géopolitique de l'eau. Alors, j'ai pris de façon délibérée un certain nombre de pays assez éloignés, mais les problématiques sont assez générales, et je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux qu'on retrouvera ici de la même façon. Alors, l'eau. Dans l'univers, là on prend beaucoup de recul, dans l'univers, il y a beaucoup d'hydrogène, un peu moins d'oxygène, et vous savez que l'eau c'est H2O, donc c'est 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène, mais le problème c'est que dans l'univers, les conditions pour que ces atomes se réunissent et produisent fabriquent des molécules d'eau sont peu propices. Donc finalement l'eau est assez rare dans l'univers. On estime que c'est à peu près 1/1000e de la masse visible. Alors, 1/1000e, c'est un pourcentage faible, mais en quantité absolue, ça fait beaucoup d'eau. Par contre, pour un certain nombre de raisons, vous comprenez que l'eau est rarement à l'état liquide, puisque la plage sur laquelle l'eau est à l'état liquide, c'est, disons, sous une atmosphère, c'est entre 0 et 100 degrés. Donc, elle est très souvent à l'état de glace, et très souvent à l'état de vapeur, et l'eau liquide est extrêmement rare. En fait, le seul endroit où on est certain de trouver de l'eau liquide à la surface des planètes, c'est dans le système solaire. Et encore, quand je dis dans le système solaire, pour l'instant, la seule chose qui soit véritablement avérée, c'est qu'il y a de l'eau sur Terre, à l'état liquide, en surface. On a entendu récemment des découvertes sur Mars notamment, où on aurait trouvé un lac d'eau saumâtre en profondeur. Bon, c'est de l'eau saumâtre et c'est pas en surface. Vous verrez que sur un certain nombre de planètes qui sont assez similaires à la Terre, il va être difficile de trouver de l'eau. Alors, par exemple, je prends l'exemple de Mars et de Vénus. Je ne sais pas si vous avez en tête les planètes du système solaire. Donc au centre, vous avez le Soleil, puis vous avez un certain nombre de planètes qui gravitent autour. Si on se positionne au niveau de la Terre, plus proche de nous par rapport au Soleil, on a Vénus, qui fait à peu près la même taille, qui est une planète tellurique comme nous, et un peu plus éloigné, on a Mars. Alors, le petit schéma qui est en bas donne en abscisse les températures et en ordonnée les pressions. Et la zone bleue, c'est la zone où les conditions de température et de pression sont favorables, sont réunis pour que l'eau soit à l'état liquide. Alors si on prend les 2 planètes les plus proches de nous, il y a quelques mois, j'entendais une émission de radio où on passait l'interview d'un astronome de l'Observatoire de Paris qui pensait encore, au début des années 50, qu'il serait possible de trouver de la vie sur Vénus. Vous allez comprendre que s'il y a de la vie sur Vénus, elle est probablement assez différente de celle que l'on connaît ici, puisque Vénus, vous le voyez sur le petit schéma, la température moyenne est de plus 460 degrés, donc il fait relativement chaud. L'autre problème de Vénus, c'est que Vénus a une atmosphère extrêmement importante, ce qui l'amène à avoir une pression au sol de 90 bars. Là où nous avons 1 bar sur Terre, il y a 90 bars sur Vénus. 90 bars, c'est la pression que vous avez sous 900 mètres d'eau. Un autre élément, c'est que l'atmosphère de Vénus, elle est faite essentiellement de gaz carbonique. Le gaz carbonique, ça peut être propice pour le développement de la vie, notamment pour les végétaux, mais il y a encore plus d'acide sulfurique. Donc vous comprendrez que l'astronome qui en 1950 pensait qu'on pouvait trouver de la vie sur Vénus, maintenant qu'on a tous ces éléments, 460 degrés, 90 bars de pression et beaucoup d'acide sulfurique. S'il y a une vie sur Vénus, elle est très éloignée. Et de toute façon, il n'y a pas d'eau sur Vénus. Mars, c'est encore un peu plus compliqué. Là, par contre, il fait très froid puisque la température moyenne est de moins 60 et il n'y a plus d'atmosphère. Donc on pense qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément claires aujourd'hui, elle a disparu. On en voit des traces. Il y a peut-être ce lac d'eau saumâtre, mais
il n'y a plus d'eau. Donc aujourd'hui, dans le système solaire, le seul endroit où il y a de l'eau liquide en surface de façon avérée, c'est chez nous. Donc ça mérite d'être un petit peu attentif à ça. Alors d'où vient l'eau à l'origine? L'eau, elle est surtout présente dans ce qu'on appelle les nuages protoplanétaires. Vous savez que dans l'espace, depuis le Big Bang, un certain nombre d'éléments se sont propagés et ont subi un certain nombre de transformations. Et on a des nuages de gaz et de poussière qui se créent, qui par des effets de gravité s'effondrent sur eux-mêmes, et de proche en proche, au fil du temps, une très longue période, ça a pu donner naissance à tous les astres que l'on connaît. Donc si on arrive à une certaine taille, ça va déclencher des réactions thermonucléaires, et c'est ce qui fait les étoiles. En dessous de ces tailles-là, on va avoir des planètes ou des astéroïdes qui peuvent être soit des planètes telluriques, ça veut dire que sous nos pieds on a des choses solides, c'est le cas sur la Terre, ou des planètes gazeuses, c'est le cas dans le système solaire. Donc tellurique, l'exemple de Vénus et de Mars, ce sont des bons exemples, et des planètes gazeuses, on a Jupiter, Saturne en particulier. Donc voilà un petit peu pour dire que le système solaire est le seul endroit où on a trouvé de l'eau liquide en surface. Alors maintenant sur Terre, de quelle quantité d'eau disposons-nous ? Les réserves d'eau sur Terre sont de 1,4 milliard de kilomètres cubes. Alors, ce n'est pas très facile à s'imaginer. Imaginez que ça représente une sphère, une boule, de 710 kilomètres de rayon. Donc, ça représente l'ensemble de l'eau, les océans, les glaciers, les eaux souterraines, les lacs et les rivières. Ça représente ce volume-là. Maintenant, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau qui est directement utilisable. Et l'eau directement utilisable, il faut qu'elle ait deux propriétés. La première, c'est d'être douce, de l'eau douce. L'eau salée n'est pas utilisable par nous. Et la deuxième, c'est qu'elle soit accessible. Et alors, pour être accessible, il faut que ce soit les lacs, les rivières et les eaux souterraines, pour faire simple. Alors, le problème, c'est que quand on regarde la décomposition de ce 1,4 milliard de kilomètres cubes, on voit qu'il y en a 1,35, donc pas la totalité, mais pas loin, qui est composé par les mers et les océans. Donc, par définition, c'est de l'eau salée, donc qui n'est pas utilisable par nous. Ensuite, on a les eaux continentales, 35 millions de kilomètres cubes. Malheureusement, l'essentiel, là encore, ce sont des glaciers. Et vous savez que la plupart des glaciers, ce n'est pas les quelques rares glaciers qui nous restent dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais ce sont les glaciers qu'on a dans l'Antarctique. Donc, ce n'est pas très pratique d'aller chercher un glaçon dans l'Antarctique pour utiliser de l'eau ici. Donc, après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste les eaux souterraines, les mers intérieures, pour peu qu'elles soient douces, ce qui n'est pas forcément le cas quand on voit la mer morte. Les lacs d'eau douce, oui. L'humidité des sols, les rivières. Donc, en fait, quand vous regardez les petits camemberts qui sont à droite, vous voyez sur le premier, le grand morceau, ce sont les eaux salées. Et le petit pinceau bleu qui sort, le petit part de tarte qui sort, ce sont les eaux douces. Si je regarde ce petit pinceau bleu, qui représente à lui seul la totalité du deuxième camembert, eh bien on s'aperçoit que le gros pavé vert, ce sont les glaces polaires. Donc encore une fois, c'est de l'eau douce, mais elle n'est pas très accessible. Ensuite, on a le morceau bleu, qui sont les eaux souterraines. Donc ça existe chez nous. On a des nappes souterraines, et on va en parler certainement plus tard dans la journée. Et ensuite, il nous reste les eaux superficielles, qui est de tout petit pinceau. Donc en fait, la partie qui est pour nous accessible de façon à peu près simple, parce que eau douce et accessible, c'est les deux petits morceaux, à peu près le quart du camembert, sachant que l'ensemble de ce camembert-là est représenté par la toute petite tranche bleue qui apparaît au-dessus. Donc ça ne fait pas une grosse proportion. La proportion, c'est exactement 0,6% du total. Voilà, donc on a beaucoup d'eau en apparence, cette espèce de grosse bulle de 710 km de rayon, mais en pratique, on n'a que 0,6% de cela qui est utilisable par nous. C'est ce que je représente sur ce schéma. Donc là, on a retiré toute l'eau des océans, des lacs, des rivières et de l'Antarctique et des nappes souterraines, et on la représente par une grosse bulle qui fait à peu près 710 km de rayon. Ce sont les eaux salées. La goutte de moyenne taille que vous devez voir assez facilement correspond aux eaux douces. Donc là, je compte les eaux des glaciers antarctiques en particulier. Et je ne sais pas si vous voyez la toute petite goutte qui est en dessous de la deuxième. La toute, elle est à peu près un peu au-dessus de la Floride, au niveau de l'Atlanta. Ça correspond à ces 0,6% d'eau qui sont utilisables pour nous. Donc c'est une toute petite proportion. Alors, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est un peu mensonger parce que je vous ai présenté ça comme si c'était un stock.
Or, c'est pas vrai, ce n'est pas un stock. L'eau, une fois qu'elle est consommée, n'est pas perdue à tout jamais. En fait, j'ai un cycle de l'eau qui va fonctionner et grâce à ça, en fait, j'ai un système de flux qui fait que j'ai beaucoup plus d'eau que ce que je pourrais avoir en comprenant la présentation précédente. Donc on sait tous qu'on a des phénomènes d'évaporation, que l'évaporation en plus, ce merveilleux avantage de nettoyer l'eau, hein, une eau qui est contaminée, qui est malsaine, par son évaporation va être en général épurée de la plupart des choses qui viennent la polluer. Puis les phénomènes de condensation, précipitation, écoulement, et le cycle continue comme ça. Alors évidemment, comme nous sommes des animaux de surface, on a tendance à oublier ce qui se passe sous nos pieds. Alors, on voit les nuages, on voit les précipitations, on voit les mers, les lacs, les rivières, et on oublie souvent ce qui se passe sous nos pieds. Or, il y a la moitié du cycle de l'eau qui se passe sous terre. Et c'est une partie qui est très importante parce que c'est notamment cette partie-là qui va permettre la filtration de l'eau et sa restitution dans des états beaucoup plus propres que ce qu'elle a souvent été après avoir subi toute notre turpitude. Alors, pour ça, il faut avoir une idée du rythme de renouvellement de tous ces réservoirs. Les océans se renouvellent tous les 2500 ans en moyenne. Ça veut dire tous les 2500 ans, une molécule d'eau dans l'océan va avoir l'occasion de s'évaporer, puis de rentrer dans le cycle, se précipiter, retomber, redescendre, etc. Tous les 2500 ans. Vous voyez que les durées dont on parle ici, ce sont des durées qui ne sont pas dans une échelle de temps de la vie d'un homme. Ce sont des durées qui sont plutôt de l'ordre géologique. Quand on regarde les glaciers, on voit que le rythme de renouvellement, il varie entre 1600 et 9700 ans. Si je prends l'exemple des glaciers en Antarctique, puisqu'il y fait bien froid, le temps qu'un glacier progresse jusque vers le littoral, puis se fracture, puis fonde dans la mer, puis vienne à s'évaporer, vous comprenez que c'est un processus qui est assez lent, même s'il a tendance à s'accélérer en ce moment. Donc là encore, le cycle est extrêmement lent. Les eaux souterraines, en moyenne, c'est 1400 ans, etc., etc. Et puis quand on arrive aux rivières, c'est quelques jours. Voilà. Donc pour avoir une idée, c'est que on a des évolutions des temps de renouvellement qui peuvent évoluer de quelques jours à quelques semaines, mais les grandes nappes souterraines dont nous dépendons pour nos utilisations les plus courantes peuvent avoir des cycles beaucoup plus longs. Donc je prends l'exemple d'une nappe qui s'appelle les Sables Verts, qui se trouve sous Paris. C'est un peu loin, mais peu importe, on pourrait transposer ça dans beaucoup d'autres endroits. Elle met 30 000 ans pour se renouveler. Et cette nappe, elle évolue quand elle va vers la Manche, et quand elle arrive sous la région du Havre, elle a changé un peu de caractéristiques, et son rythme de renouvellement, c'est de 100 000 ans. Vous comprenez bien que si on vient à polluer de façon, quelle que soit la raison, que ce soit du chimique, du nucléaire, tout ce que vous voulez, si on vient à polluer une nappe souterraine dont le cycle de renouvellement est de 100 000 ans, ça veut dire qu'on en a pour 100 000 ans avant de pouvoir puiser à nouveau dedans, ou alors on va devoir la soumettre à des traitements extrêmement complexes et coûteux pour pouvoir la rendre propre à la consommation. On entend souvent parler de la centrale de Fessenheim, que beaucoup de gens apprécient beaucoup. Il se trouve qu'elle est au-dessus d'une très grande nappe phréatique, une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe, qui est utilisée conjointement par la France et par l'Allemagne. Si jamais on avait un grave accident nucléaire sur Fessenheim, on a une des plus grandes nappes souterraines d'Europe qui ne pourrait plus être utilisée. Donc, approvisionner à l'échelle des pays de la taille comme l'Europe, comme la France ou l'Allemagne, approvisionner la population en eau en se privant d'une telle nappe souterraine serait certainement très compliqué. D'où le regard parfois un peu inquiet que nos amis allemands peuvent avoir sur l'état de cette centrale, qui bien sûr est très surveillée, réparée sans arrêt, tout va bien. Alors un petit moment de bravoure qui va rappeler pour vous ceux qui ont fait un peu de chimie et de physique à l'école. Je ne vais pas vous infliger ça longtemps, mais c'est important que vous compreniez. Ça s'appelle le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Vous avez peut-être vu ça à l'école il y a bien longtemps. Je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est le classement de tous les éléments qui existent. Il y a même des éléments artificiels qui ont été rajoutés, mais on les oublie, ceux-là. Donc un atome, vous savez que c'est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Un noyau, c'est fait de protons et de neutrons. On oublie les neutrons pour aujourd'hui, c'est pas important. Un noyau, les éléments qui sont ici, ils sont tous électroniquement stables, donc il y a autant d'électrons que de protons. Donc on commence par le plus simple, en haut à gauche, l'hydrogène. Un proton, un électron. Et on va en haut à droite, on a l'hélium, 2 protons, 2 électrons.
et c'est tout. On ne peut pas mettre plus d'électrons sur la première couche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et si on veut mettre plus de protons et d'électrons, il faut aller à la deuxième ligne. La deuxième ligne correspond aux atomes qui ont donc une deuxième couche d'électrons avec un électron pour le lithium, 2 pour le beryllium, et on va jusqu'à 8 pour le néon qui est complètement à droite. Donc, tous ces éléments-là correspondent aux atomes qui ont donc une deuxième couche. Avec un qui nous intéresse, ou deux qui nous intéressent plus particulièrement, sur lesquels on reviendra. Deuxième colonne, avant la droite, le haut, c'est l'oxygène. On reviendra dessus. Et 4 colonnes avant la droite, le carbone. Donc l'oxygène, comme il est 2 colonnes avant la droite, ça veut dire qu'il a 2 emplacements libres sur la couche extérieure. Il va avoir envie de se marier avec des atomes, un ou plusieurs atomes qui vont lui apporter les deux électrons qui sont libres pour combler les places vides sur la couche externe. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'hydrogène, puisque 2 atomes d'hydrogène venant apporter un électron chacun, ils saturent la couche externe de l'oxygène et ça fait H2O, cette molécule stable qu'on aime tant. Et si vous prenez le carbone, c'est 4 rangées avant, donc il y a 4 places libres, et donc le carbone va avoir envie en particulier de se marier avec 4 atomes d'hydrogène, ça fait du CH4, le CH4 c'est le méthane. Le méthane c'est le gaz naturel. Voilà. Et ce qu'on va regarder ensuite, c'est que lorsque vous vous analysez dans une colonne, parce que, pour la raison que je viens de vous expliquer, parce qu'il y a le même nombre de places libres sur la couche extérieure, les éléments vont avoir des propriétés physico-chimiques assez similaires. Je ne dis pas que ce sera toujours pareil, mais ce sera assez similaire. Et en fait, c'était tout ce que vous aviez à retenir sur ce tableau. Alors maintenant, on va regarder le petit tableau qui est ici à gauche. Vous savez de façon intuitive que plus un élément est lourd, plus sa température de fusion ou d'ébullition va être élevée. L'eau, vous savez que la fusion, ça se passe à 100 degrés. C'est le moment où elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle devient de la vapeur d'eau. Si vous prenez un morceau de fer, vous verrez que, eh bien, il faut le chauffer beaucoup plus. Je crois que la température de fusion est autour de 1800 degrés. Il faut le monter à 1800 degrés pour qu'il devienne gazeux. D'accord ? Donc, on a tendance à penser que plus l'élément ou la molécule est lourde, plus il va falloir monter pour atteindre le point de fusion. Je prends la courbe verte. Je commence avec le CH4 dont je vous ai parlé, c'est le méthane. Le méthane, son point de fusion, c'est-à-dire le point où il passe de l'état liquide à l'état gazeux, est autour de moins 150. On sait très bien qu'en ouvrant un robinet de gaz à température ambiante, on n'a pas un liquide qui coule, on a bien un gaz qui sort. D'accord ? Donc ça, c'est logique. Et le SiH4, le GeH4, SNH4, qui sont les composés avec 4 atomes d'hydrogène dans la colonne du carbone, eh bien, plus on monte, plus ces composés sont lourds, plus leur température de fusion augmente. Tout ça est logique, conforme à ce que je vous avais dit. Prenons les composés avec l'hydrogène toujours, mais qui sont dans la colonne de l'oxygène. Oublions H2O dans un premier temps. H2S, H2SE, H2TE, on voit que ça suit à peu près la même pente. Donc, on aurait tendance à penser que H2O aurait une température de fusion. Si on prolongeait la courbe, elle serait quelque part entre moins 100 degrés. C'est-à-dire qu'elle se mettrait à bouillir, faire moins 100 degrés. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est une bonne nouvelle que ce soit comme ça, puisque comme sur Terre, on a une température moyenne de 15 degrés, si la température de fusion était de moins 100 degrés, on n'aurait que de la vapeur d'eau. Et avoir de la vapeur d'eau, c'est un vrai problème. Parce que parmi les grandes propriétés de l'eau, elle est à l'état liquide dans les conditions de température et de pression les plus communément rencontrées sur Terre. L'état liquide est extrêmement précieux. Lorsqu'un élément est à l'état solide, les atomes et les molécules sont fixes, les uns par rapport aux autres. Donc la probabilité qu'ils se déplacent, rencontrent d'autres atomes et molécules, et qu'au cours des 4,5 milliards d'années depuis la création du système solaire et de la Terre, ils aient pu se marier et fabriquer des composés organiques qui de proche en proche ont donné naissance à la vie, aurait été nulle. Donc si l'eau avait été à l'état solide, la probabilité aurait été nulle. Mais si l'eau avait été à l'état gazeux, là on a la mobilité. Bon point. Mais par contre, on a une dispersion des éléments qui est très importante. Donc la probabilité de se rencontrer aurait été extrêmement faible. Donc le milieu le plus propice pour qu'il y ait des
réactions chimiques qui se produisent, c'est le milieu liquide. Donc on a beaucoup de chance, puisqu'on est à peu près la seule planète connue à ce jour où l'eau se trouve à l'état liquide en surface. Donc sans ça, l'apparition de la vie n'aurait probablement pas eu lieu. Mais il y a d'autres choses. Bon, vous savez que l'eau, comme tous les éléments, connaît 3 états. L'état gazeux, la vapeur d'eau, l'état liquide, c'est l'eau, et l'état solide, c'est la glace. Chose extrêmement rare. L'eau, à l'état solide, donc sous forme de glace, est moins dense qu'à l'état liquide. La preuve, quand vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, vous voyez qu'il flotte. D'accord ? C'est pas trivial. C'est pas trivial. C'est d'abord un phénomène extrêmement rare. Il y a 3 ou 4 éléments connus sur Terre qui ont cette même propriété. L'avantage immense, même ici où il ne fait pas très froid l'hiver, il arrive qu'il gèle. Donc imaginez nos lacs et nos rivières qui gèlent s'il n'y avait pas cette propriété-là. Ils gèleraient en surface. La glace, plus dense dans mon hypothèse que l'eau, se précipiterait au fond. La surface gèlerait à nouveau, se précipiterait à nouveau, et puis au bout d'un certain temps, les lacs et les rivières seraient gelés du sol au plafond. Et gelés, ça veut dire que la plupart des organismes vivants seraient congelés et donc mourraient chaque hiver. Donc il faudrait qu'ils se réinventent à chaque fois. Donc ici, il ne s'agissait pas simplement de permettre la création et l'apparition de la vie, c'est aussi avoir des conditions qui lui permettent de se maintenir et pas devoir recommencer ce processus extrêmement long et fastidieux à chaque année. Donc, c'est pareil, complètement trivial, mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et on a tous vu dans les pays nordiques ces lacs gelés sur lesquels roulent les véhicules, peuvent atterrir des avions, mais il n'empêche que même si la couche est très épaisse, si vous voulez pêcher, vous prenez une vrille, vous faites un trou et vous pêchez au trou, ce qui est bien la preuve qu'en dessous, ça continue à vivre et qu'il y a bien de l'eau. Mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'eau est un puissant gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, aujourd'hui, on en parle beaucoup d'une façon extrêmement négative. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis à peu près 150 ans, on n'arrête pas d'en balancer en quantité considérable dans l'atmosphère et ça commence à provoquer ce réchauffement climatique dont vous entendez tous les jours, mais ce n'est pas le sujet du jour. L'eau est un puissant gaz à effet de serre et c'est l'eau qui, par sa présence dans l'atmosphère, a permis de stabiliser le climat pour une température moyenne qui était autour de 15 degrés. Vous savez bien que le soir, quand la nuit est claire, il va faire plus froid. Quand le ciel est couvert, il va faire plus doux. C'est exactement ce phénomène-là que la vapeur d'eau permet. Et sans la vapeur d'eau, on n'aurait pas eu un climat stabilisé aux températures que l'on connaît aujourd'hui. Alors maintenant, c'est vrai que ce gaz à effet de serre puissant qu'est l'eau, il nous embêterait presque un peu aujourd'hui, puisqu'on a tellement rajouté d'autres cochonneries qui ont les mêmes propriétés, mais qui viennent se rajouter que le système est déséquilibré. Tout le CO2, tout le méthane, tout un tas d'autres gaz que l'on envoie dans l'atmosphère viennent accélérer le phénomène, d'où le réchauffement climatique. Mais il n'empêche que depuis 4,5 milliards d'années, l'eau fait le boulot très bien. Un autre point aussi, c'est que, j'ai plus le chiffre en tête, mais chaque année, ce sont des dizaines de millions de tonnes de carbone que nous relâchons dans l'atmosphère, de CO2 que nous relâchons dans l'atmosphère, par nos activités. L'air qu'on respire, on recrache du CO2 à chaque instant, mais c'est pas le pire, ça encore c'est supportable, mais c'est toutes nos activités, en particulier industrielles, agricoles, etc. La moitié de ce qui est recraché dans l'atmosphère, la moitié de ce que nous recrachons chaque année, est quelque part, nous est pardonné par l'existence des océans et des forêts et des sols. La moitié de ce que nous envoyons dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre est absorbé par les océans, donc la moitié, donc ça fait à peu près un quart, et un autre quart par les forêts et les sols. Donc on est quelque part pardonné de la moitié de nos turpitudes par ce phénomène-là, et c'est pas négligeable. Alors ça a quand même des inconvénients, c'est que l'augmentation du niveau de CO2 dans les océans provoque ce phénomène dont on parle depuis des années, qui est l'acidification des océans. Et l'acidification des océans, on en a d'abord entendu parler parce que ça a attaqué les coraux. Et on sait que les coraux, ce sont des pépinières, des nurseries pour les poissons et tout un tas d'animaux marins. Mais ça va même plus loin que ça et c'est encore plus grave parce que la plupart des éléments de plancton ont des squelettes calcaires. Et ces squelettes en calcaire peuvent être détruits par la présence de cette acidité. Et le plancton, vous le savez, c'est le début de la chaîne alimentaire de tout ce qui vit dans la mer et les océans. Donc c'est un petit peu préoccupant. Donc oui, les océans font un super boulot et on les en remercie, mais il ne faut pas trop tirer sur la ficelle
parce qu'à un moment donné, ils ne vont plus assumer un certain nombre de fonctions qui sont pour nous vitales. Alors maintenant, on va regarder un peu comment l'eau se distribue sur la planète. Les chiffres, la représentation qui est faite là, elle est faite pays par pays. Donc, elle ne prend pas en compte des grandes variations qu'il peut y avoir dans certains grands pays. Je prends les exemples des États-Unis. Vous voyez le code couleur bleu, il est dans une zone tout à fait confortable. Mais on sait très bien qu'il y a des zones en Arizona, au Nouveau-Mexique et même en Californie plus récemment, où l'eau vient à manquer et commence à devenir un véritable problème. Mais comme il y a des régions qui sont beaucoup plus pluvieuses, la moyenne de la totalité, car c'est le chiffre, c'est comme ça qu'est fabriqué le chiffre, la totalité des réserves d'eau disponibles sur un territoire donné, divisé par le nombre d'habitants, la moyenne des États-Unis fait qu'ils sont encore dans une zone relativement confortable. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez 2500 mètres cubes d'eau par an et par personne, ou plus, les choses vont plutôt bien. Encore une fois, ce n'est pas l'eau que vous consommez, ni pour la boire, ni pour votre cuisine, c'est une statistique générale de l'ensemble des ressources disponibles divisées par la population. Si vous êtes en dessous de 2500, entre 1700 et 2500, on est dans une zone de vulnérabilité. Donc là, on dit, attention, il faut commencer à être vigilant dans l'usage de l'eau. Quand vous êtes en dessous de 1700, entre 1000 et 1700, vous êtes en stress hydrique, et moins de 1000, vous êtes en pénurie. D'accord ? Il faut savoir qu'en France, on est à 2800 mètres cubes d'eau par an et par individu. On est dans la bonne zone, mais pas tellement au-dessus de la limite de la vulnérabilité. Il y a des pays qui sont dans des zones où, bien en dessous du 1000. L'Égypte, 500 mètres cubes d'eau par an et par personne. Israël, 260. La Jordanie, 160. Donc, comment font ces pays ? Ils n'ont pas 36 solutions. C'est d'abord, ils ne gaspillent pas. Et quand ils le peuvent, ils désalinisent l'eau de mer. Le problème, c'est que désaliniser l'eau de mer, ça suppose avoir une usine de désalinisation et à côté de ça, une centrale électrique pour alimenter l'usine de désalinisation. Donc, vous voyez que ça a des répercussions sur d'autres problèmes que la simple fourniture d'eau. Comment cette chose-là évolue ? Quelle est la dynamique ? En 1950, c'est déjà assez ancien, les seuls pays qui étaient touchés par une situation de stress hydrique ou de vulnérabilité étaient les pays d'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte et en descendant vers le Soudan. Bon, c'est pas une grande surprise, ces pays ont toujours été très arides et les autres pays s'en sortaient finalement pas trop mal. C'était en 1950. En 1995, il y a 25 ans pour faire simple, il y a 25 ans, on s'aperçoit que les pays qui étaient en situation de vulnérabilité sont passés en état de pénurie. Et que beaucoup d'autres pays sont venus rejoindre l'état où ils étaient antérieurement les premiers en 1950. Et là, vous voyez toute la Corne de l'Afrique, Madagascar, bien sûr tout le Moyen-Orient, l'Inde, 1,4 milliard de personnes, une paille, et une bonne partie de la Chine et de l'Asie centrale. C'était en 95. Donc on ne fait pas de prospective pour l'instant. La prospective, c'est le dernier petit schéma, 2025. Vous admettrez avec moi qu'à une échéance aussi brève, on ne peut pas se tromper énormément. Donc on s'aperçoit que quasiment tous les pays qui étaient basculés en zone de vulnérabilité ou de stress ont basculé en zone de pénurie. Mais ce qui est le plus frappant pour nous, et souvent on n'en est pas conscient, c'est qu'on a un paquet de pays d'Europe, y compris d'Europe du Nord, qui se retrouvent en situation de stress ou de vulnérabilité. Mais oui, je vous ai dit, la France est à 2800 mètres cubes par an et par personne. On est juste un peu au-dessus de la limite. Donc si ces pays-là augmentent un peu leur population ou gèrent mal leurs réserves d'eau, eh bien on va vite tomber dans des situations qui, en 1950, n'existaient qu'en Afrique du Nord. Quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. La pénurie d'eau affecte 4 personnes sur 10. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes sur 10 sur la planète pour qui avoir de l'eau est un problème. C'est difficile, c'est compliqué. Il ne suffit pas, comme chez nous, d'ouvrir un robinet. 4 personnes sur 10. 80% des eaux usées ne sont ni traitées ni réutilisées. Elles sont renvoyées dans l'écosystème en l'état, sans aucune forme de traitement. 80%, les 4/5e. On se moque. Il y a un paquet de villes, dont Marseille, qui ont des systèmes d'épuration dignes de ce nom et qui sont quasiment
maintenant affranchie de tout rejet toxique que depuis une quinzaine d'années. La plus grosse station d'épuration de Marseille, elle a été ouverte, je crois, en 2009. Et avant ça, il y avait encore un paquet d'eau usée qui quittait Marseille. Et pour parler des villes du littoral, qui l'étaient, voient leur population décuplée, quand c'est pas plus, est-ce que vous croyez que les villes du littoral ont des équipements de traitement des eaux usées pour faire face au surcroît de population qu'on a l'été? Bien sûr que non. Et c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, la Méditerranée est en train de devenir un cloaque. 340 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques. Ça encore, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus en France, parce qu'on a un système de traitement des eaux usées qui est assez fiable. Je ne dis pas que c'est parfait, en cas d'inondation, il peut y avoir des défauts, mais dans l'ensemble, ça n'existe plus, ce genre de choses. Eh bien, 340 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de ce genre de maladie. 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable gérée de manière sûre. Ça veut dire qu'ils ont de l'eau réputée potable, et puis le jour où elle n'est pas potable, ils s'en rendent compte parce qu'ils tombent malades. C'est ça qu'on appelle. Ici, dans les pays comme la France, on a des alertes, on est prévenu, on sait qu'il y a des cas critiques en cas d'inondation ou de différents problèmes. On va amener des containers de flotte et on va dépanner les gens. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète où ce genre de choses ne se produit pas. Et vous tomberez malade. Et si vous avez une santé robuste, vous passerez au travers des gouttes. 4,5 milliards de personnes manquent de services d'assainissement gérés de manière sûre. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? En fait, il y a 3 facteurs qui vont déterminer les besoins en eau. C'est la démographie, la consommation et la pollution. Alors, la démographie, c'est très logique. On comprend bien que plus on est nombreux sur un territoire, plus il va falloir se répartir une quantité d'eau qui n'est pas infinie. Bon, ça, c'est très facile à comprendre. Donc les pays qui sont dans des situations limites et qui ont une démographie galopante, ils vont avoir un problème de ce simple fait. La consommation, entre le modèle de consommation nord-américain, mais rassurez-vous, notre modèle à nous est à peine plus vertueux, donc ne jetons pas la pierre, et le modèle de consommation que vous pouvez avoir dans des pays qui sont dans des états de pénurie, où les gens vont commencer leur journée par aller chercher de l'eau. Si vous commencez la journée en chercher de l'eau au puits, même s'il n'est pas très éloigné, vous pouvez me croire, vous allez être très économe et très vigilant sur l'utilisation que vous allez en faire. Quand il s'agit simplement d'ouvrir un robinet comme ce qu'on connaît ici, malheureusement, on n'a pas du tout le même sens de l'économie. Et puis la pollution. La plupart des pollutions peuvent se gérer, mais à chaque fois, ça demande du travail, du temps, de l'énergie et donc de l'argent pour arriver à décontaminer une eau qui a été polluée, quelle que soit la nature de la pollution, que ce soit des eaux usées, que ce soit des pollutions industrielles ou des pollutions agricoles. Donc, chaque fois qu'on rejette dans la nature des choses qui sont sales, il va falloir les nettoyer et ça va coûter du temps et de l'argent. Alors, la consommation, c'est 70% l'agriculture, 22% l'industrie, 8% les particuliers. Dans les particuliers, je compte les collectivités et les particuliers ensemble. Donc l'eau des fontaines, aussi bien que l'eau du robinet. Alors, vous allez m'objecter, oui, mais l'agriculture, elle ne fait pas de la consommation d'eau pour le plaisir de consommer de l'eau. Elle le fait pour produire des biens alimentaires pour nous. Donc, c'est au travers de nos comportements de consommation qu'on peut avoir une influence. Typiquement, je vous montrerai quelques chiffres là-dessus. Quand on sait que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, un petit rôti quoi, un petit rôti du dimanche, il faut 16 mètres cubes d'eau, 16 000 litres. On va peut-être se penser qu'il faut faire peut-être pas arrêter le bœuf, mais faire des tranches fines. Et je vous montrerai un petit schéma qui vous donnera des ordres de grandeur de quantité nécessaire pour produire un certain nombre de produits alimentaires. Donc bien sûr, l'agriculture, elle ne dépense pas de l'eau pour son plaisir, mais nos comportements, nous, de consommateurs, ont un impact direct sur sa consommation d'eau. Même chose pour l'industrie. Je prends juste l'exemple du textile. La consommation d'eau du textile est une catastrophe. Comme par hasard, d'ailleurs, on a exporté comme lieu de production de textile. La plupart des pays sont maintenant des pays qui sont déjà dans des situations de stress ou de pénurie hydrique. Et c'est dans ces pays-là qu'on fait fabriquer nos textiles. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée pour eux. Donc là aussi, changer de fringues sans arrêt, ces modes actuels qui sont de multiplier des fringues à bas coût quand je change sans arrêt après les avoir mises 2 fois, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent. Et puis les particuliers, on connaît tous
nos propres turpitudes, les gaspillages dont nous sommes responsables. Alors, la pollution, 50% est d'origine agricole, 40% industrielle, 10% les particuliers. Donc là encore, pas faire un long couplet sur l'utilisation abusive de produits et d'intrants chimiques dans l'agriculture, ce que peut faire l'industrie. Mais nos comportements peuvent avoir une influence considérable sur ces éléments-là. Alors les consommations par jour et par habitant, et là je parle non plus d'une statistique de combien j'ai de réserves d'eau sur un territoire divisé par le nombre d'habitants, mais combien nous utilisons individuellement d'eau chacun. Alors ce n'est qu'une moyenne, c'est une statistique bien entendu. On est à 250 litres par jour et par habitant dans des pays comme le Canada, le Japon, la Suisse, les USA ou l'Australie. Je vous reparlerai un peu de l'Australie tout à l'heure. En France, bon, c'est un petit peu mieux, 5,50 litres, mais c'est beaucoup moins dans certains pays, bien entendu. Et chose qui est extrêmement choquante, c'est que partout sur la planète, les systèmes de canalisation qui servent pour l'adduction d'eau sont des passoires. Et partout, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays du monde, on est entre 30 et 40% d'eau potable qui est envoyée dans les canalisations qui part en fuite. Un jour viendra où on va s'en préoccuper sérieusement parce qu'on pourra plus se le permettre. Alors pour donner un exemple des horreurs qu'il ne faut pas faire, j'ai pris 2 photos. Ce sont des casinos parmi les plus beaux de Las Vegas. Donc à gauche vous avez Venice et à droite vous avez le Caesars Palace. Alors voilà le genre de conneries que l'homme est encore capable de faire de nos jours, dans un endroit où il fait 50 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Eh bien, on a des plans d'eau comme ça, on a des bâtiments gigantesques en plein milieu du désert qu'on climatise, avec toute la gabegie que vous supposez. Un jour, on paiera la facture. Alors, je vous disais les exemples. La viande de bœuf, c'est vraiment le truc le plus horrible qui soit. Et 16 000 litres d'eau pour faire un rôti d'1 kilo. Bon, voilà, ça peut nous inciter à faire des petites tranches. Le fromage, c'est 5 000 litres. La viande de porc, c'est 4 000 litres. Je vous laisse regarder. Effectivement, si vous ne mangez que des pommes, on tombe à 700 litres. Donc, c'est important de comprendre que l'agriculture, on peut pointer du doigt les paysans, mais si on consomme de la viande sans restriction, et si on veut des produits pas chers, qui soient beaux, pas tachés, on aura forcément beaucoup de consommation d'eau et puis beaucoup d'intrants. Donc, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Alors, il y a eu plusieurs classements que j'ai trouvés comme ça sur les villes les plus touchées dans le monde. On trouve toujours à peu près les mêmes. Si vous cherchez, vous ne tomberez peut-être pas exactement sur celui-là, mais ça reste intéressant néanmoins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des villes dont intuitivement on n'est pas surpris de les trouver dans ce listing. Si je regarde le Caire, Istanbul, Mexico, c'est dans des pays chauds, ils n'ont pas beaucoup d'eau. C'est normal qu'ils soient dans des catégories un petit peu difficiles. Il y en a d'autres, on n'est plus surpris. Alors, je vais vous dire un petit mot sur chacune, si je n'ai pas oublié. Alors, Cape Town, dans la capitale, c'est pas la capitale, mais en Afrique du Sud, Cape Town a subi 3 ou 4 années de pénurie d'eau. Et quand vous avez une sécheresse, on fait face. 2 années de sécheresse, on fait du mieux qu'on peut. Au bout de 3 ou 4, ça va devenir très, très compliqué. Sao Paulo, le Brésil, une région où il pleut quand même pas mal. Il y a l'Amazonie, le poumon vert de la planète, le plus grand fleuve du monde, ou à peu près avec l'Amazone. Eh bien, c'est toujours un peu le même problème. Un phénomène que je vais vous expliquer rapidement, qu'on retrouve chez beaucoup de ces villes-là, et qu'on verra aussi dans les analyses par pays. Un phénomène qui se produit très régulièrement, c'est je prélève beaucoup d'eau dans les nappes souterraines. J'ai une élévation du niveau de la mer et parfois je surajoute des éléments comme par exemple je construis beaucoup, ce qui quelque part appuie sur le sol. Quand j'ai la conjonction de ces 3 facteurs, j'ai un épuisement des nappes souterraines, j'ai une contamination des nappes souterraines par de l'eau salée et quand l'eau souterraine devient saumâtre, on ne peut plus en faire grand-chose. Elle est plus bonne pour nous, elle est plus bonne pour l'agriculture et ça sent le roussi. Bangalore est un cas intéressant. Bangalore est une ville moyenne du sud de l'Inde qui est devenue depuis quelques années la Silicon Valley de l'Inde. L'Inde a eu la bonne idée, d'avoir des programmes de formation d'ingénieurs extrêmement volontaristes pendant des années. Et il y a une quantité d'ingénieurs compétents, pas chers et qui parlent anglais en Inde. Moralité, toutes les grandes entreprises d'informatique, les GAFA et tous les autres, sont tous allés s'installer à Bangalore.
Alors, Bangalore, ville est assez bien, c'est une ville qui est soumise au régime de la mousson comme l'essentiel de l'Inde, et donc c'était une ville de taille moyenne, qui avait un certain nombre de lacs à la périphérie, qui servaient de réservoirs, et entre deux périodes de mousson, on allait taper dans les réservoirs, et tout se passait à peu près bien. Lorsqu'on a fait venir toutes ces personnes, souvent d'Europe ou des États-Unis ou du Japon, pour développer ces centres des GAFA et de ces boîtes d'informatique, cette Silicon Valley, eh bien, ces gens-là sont venus avec leurs habitudes de consommation, leur mode de comportement. Donc, ils ne sont pas sur 50 litres d'eau par jour et par personne, ils sont plutôt sur les 250 qu'ils avaient l'habitude d'avoir en Amérique du Nord ou au Japon. Et quand vous avez une telle manne de richesse qui arrive dans un pays, comme l'Inde en particulier, vous avez forcément des quantités de gens qui viennent des zones alentours pour essayer de chercher du travail, des travaux de services, de construction, de tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez une augmentation considérable de la population. Vous avez une augmentation importante du niveau moyen de consommation. Et puis, bien entendu, comme on n'a pas mis en place les systèmes de traitement des eaux usées, eh bien, vous avez mal joué sur les trois facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, la démographie, la consommation, la pollution. Bangalore est en train de devenir un cloaque et ne sera bientôt plus habitable. Donc c'est pas grave, les GAFA iront s'installer quelque part ailleurs, mais par contre les gens qui resteront sur place resteront avec les résultats de ce qu'ils auront eu. Pékin, c'est pas tellement le problème de Pékin en fait. Pékin, c'est la Chine. La Chine, c'est 20% de la population mondiale, 6% des réserves d'eau. Comprenez bien ces chiffres. 20% de la population mondiale, 6% des réserves d'eau. Ils sont dans une situation qui est extrêmement critique. Donc, si en particulier il y a des gens qui s'intéressent au Tibet et qui veulent savoir si un jour la Chine lâchera le Tibet, vous avez la réponse dans ces deux chiffres. Le Tibet est un réservoir d'eau indispensable pour la Chine. Et donc la Chine ne lâchera jamais le Tibet, quelles que soient les considérations humanitaires ou politiques qu'on pourrait avoir par ailleurs. Le Caire, la population est à 90% massée sur les bords du Nil. Vous imaginez bien qu'en Égypte, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait en termes de traitement des eaux usées, et que ce soit les déchets industriels ou domestiques ou agricoles, tout est balancé dans le Nil. Donc, de proche en proche, le Nil va devenir inexploitable pour l'eau. Or, il y a encore une démographie galopante. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est 90 millions de personnes. Ils sont encore sur une croissance importante. Va arriver un moment où les Égyptiens vont devoir fuir leur pays, simplement parce qu'ils n'ont plus d'eau. À votre avis, où est-ce qu'ils vont aller? Pas à gauche, la Libye, c'est pas mieux. Pas à droite, Israël, la Jordanie, c'est pas terrible. Ils vont venir de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on ne l'a pas vu venir. Jakarta, c'est typiquement le résultat de ce que j'ai expliqué. Prélèvement massif des nappes souterraines, montée du niveau de la mer, ville très moderne avec beaucoup d'immeubles de grande hauteur qui appuient sur le sol. Les nappes sont de plus en plus contaminées. Phénomène extrêmement classique qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Moscou, c'est une histoire un peu différente. La pollution à Moscou est en fait essentiellement le résultat de l'ère soviétique où les préoccupations environnementales étaient vraiment au 3e ou 4e plan. Donc du coup, c'est assez catastrophique. Istanbul, la situation est extrêmement critique. Mexico City est une ville où l'eau est en moyenne coupée 4 heures par jour. 4 heures par jour, voilà. Donc, et plus de 40% de l'eau vient de l'extérieur de régions assez lointaines. Sao Paulo, ça me revient, j'ai oublié de vous dire ça, il y a 2 ou 3 ans, la pénurie d'eau a été telle qu'ils ont dû alimenter certains quartiers de la ville par camions-citernes. Les camions-citernes étaient protégés par la police. Vous imaginez dans une ville comme ça, pénurie d'eau, les camions-citernes accompagnés par la police. C'est des choses qu'on n'imagine pas vraiment, mais ça donne une idée de la criticité de ce genre de situation. Londres. Londres, contrairement à l'image qu'on en a, n'est pas si pluvieuse que ça et puise l'essentiel de ses ressources d'eau de la Tamise, bien sûr, et d'une petite rivière à côté qui s'appelle la Léa. Donc il n'y a pas de nappe souterraine exploitable. Donc finalement, c'est un peu compliqué. Et puis, Tokyo, c'est le bassin versant de Tokyo. Les bassins versants sont très contaminés et la densité de population. Et puis je termine avec Miami, parce que c'est une ville chère à M. Trump. Alors, à Miami, c'est toujours la même histoire. Prélèvement massif d'eau souterraine, montée du niveau de la mer, beaucoup d'immeubles. Et en plus, ce qui a aggravé la situation, c'est qu'ils ont asséché les marais
parce qu'ils ont voulu se débarrasser des alligators et des moustiques à proximité immédiate de la ville, ce qu'on peut comprendre quelque part. Mais tous ces phénomènes conjugués font que Miami, qui est une des villes les plus pluvieuses des États-Unis, dans le pays le plus riche du monde, est en situation de stress hydrique. Alors évidemment, les gens les plus riches n'auront pas de problème pour jouer et remplir leur piscine. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Voilà. Donc voilà, vous pouvez trouver d'autres classements, mais l'idée générale est toujours un petit peu la même. Alors, comment ça se passe entre les pays ? Comment ça se passe lorsqu'il y a un fleuve qui traverse plusieurs pays ou lorsqu'il y a plusieurs pays riverains d'un grand lac ? Comment on se répartit l'eau ? Alors philosophiquement, il y a deux approches. Soit, je suis un mec bien, c'est-à-dire que je vais prendre avec précaution les prélèvements absolument nécessaires et laisser pour l'aval le plus possible. Ça, c'est un monde un peu idéal. Ou alors, la solution qu'on trouve aussi souvent, c'est je prends tout ce que je veux et l'aval se démerdera. Et en fait, la vérité, c'est toujours un mix des deux, avec souvent une tendance vers la deuxième hypothèse quand même. C'est ça qui est un petit peu gênant et c'est ce que nous allons voir. Une région qui est globalement un petit peu dans la peine. Alors, vous voyez la Turquie, c'est là que la moyenne par pays vaut ce qu'elle vaut. La Turquie est encore dans la zone à plus de 2500 m3 par an et par personne, donc vous avez compris, c'est une zone relativement confortable. Vient ensuite l'Irak, suivi de la Syrie, et alors tout le reste, c'est la cata, puisqu'on est à moins de 1000 m3 par an et par personne. Je vous avais dit tout à l'heure, l'Égypte, c'est 500, Israël, c'est 260, les Jordanie, 160. Quand on est à ces niveaux-là, c'est la catastrophe. En plus, Israël a une chance énorme, c'est qu'ils ont la Méditerranée. Donc ils peuvent mettre des huiles de désalinisation. Quand vous regardez l'emplacement de la Jordanie, vous comprenez que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là ? Il s'est passé que dans les années 80, la Turquie a décidé d'un plan d'aménagement du territoire considérable. Ils ont créé à peu près 18 barrages avec des retenues d'eau et des usines hydroélectriques. Très bien pour la Turquie, ça produit de l'énergie, ça fait des réservoirs d'eau. Ils ont pu irriguer de mémoire 1,4 million d'hectares de terres agricoles qui n'étaient pas exploitables avant. Tout va très bien. Mais le problème, c'est que cette merveilleuse région du Tigre et l'Euphrate, berceau de la civilisation qu'on nous a enseigné quand on était à l'école, aujourd'hui, le Tigre et l'Euphrate voient leur débit à l'échelle, au niveau de la frontière entre la Turquie et les pays qui sont en aval, diminuer. Leur débit de ces deux fleuves diminue de 70% pour l'un et de 50% pour l'autre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la Syrie comme l'Irak, ils ont des petits troubles internes, voilà, et donc ils n'ont pas trop le temps d'aller discuter avec la Turquie pour dire « Attendez, c'est pas très équitable la façon dont vous nous traitez ». Un jour viendra où ils vont régler leurs problèmes, on peut le supposer, et ils vont quand même devoir discuter avec la Turquie pour dire « Là, la répartition de l'eau n'est pas du tout équitable ». Et là, on a un vrai problème potentiel pour la Turquie. Autre région, pas conflictuelle pour dessous. La région que vous avez sous les yeux, donc Israël, Palestine ou Cisjordanie et Jordanie, est une région déjà un peu tendue pour plein d'autres sujets. Alors, un peu la même remarque que tout à l'heure. Non, avant ça, je voulais vous dire. Donc, l'eau vient exclusivement du Jourdain et du lac de Tibériade. Et le Jourdain, vous le voyez, il descend, son cours est nord-sud. Il arrive au lac de Tibériade, il continue, et c'est plus qu'un petit filet d'eau quand il arrive à la mer Morte. Alors, déjà, une première chose, un peu la même remarque que ce que je disais sur la Chine tout à l'heure, 57% des ressources hydriques d'Israël proviennent des territoires annexés lors de la guerre des 6 jours, en 67. À la question que certains pourraient se poser, est-ce qu'Israël restituera un jour ces territoires ? Je vous laisse deviner, à mon avis, la probabilité est faible. La deuxième chose, c'est que la Cisjordanie, qu'on appelle aussi la Palestine, avec la bande de Gaza. La Cisjordanie, vous voyez qu'elle est soigneusement éparpillée par le grand tiret bleu que vous voyez partir du lac de Tibériade. C'est l'aqueduc qui traverse tout Israël qui gère l'irrigation. Donc, la Cisjordanie a été soigneusement épargnée, pour le dire gentiment, a été soigneusement évitée par ce système d'irrigation qui n'est fait qu'au profit d'Israël. Quand vous arrivez au bout du tuyau, vous arrivez à Gaza. Dans un système de distribution d'eau, quand vous êtes au bout, en général, il ne coule plus grand-chose. Un malheur n'arrivant jamais seul, Gaza est touché, parce qu'ils en ont bien besoin, par la surexploitation des nappes souterraines, par la montée du niveau de la mer,
Et donc, ils ont de plus en plus des nappes souterraines qui sont contaminées, qui sont saumâtres, plus la faible arrivée d'eau par cet aqueduc, vous comprenez qu'ils ont un vrai problème. Et c'est ce qui fait dire qu'aujourd'hui, l'Israël comme la Turquie sont des États hydro-hégémoniques, parce qu'en fait, ils se sont appropriés complètement l'utilisation de la ressource disponible, sans trop se préoccuper des petits copains. Si je rajoute à ça les annonces de M. Netanyahou de la semaine, que vous avez peut-être entendu, il a annoncé que s'il était réélu, il annexerait les territoires de Cisjordanie, le long du Jourdain. Donc la zone qui est ici jaune, le long du Jourdain, qui fait partie de la Cisjordanie, donc en dessous du lac de Tibériade, à partir du moment où on touche la Cisjordanie, jusqu'à la mer Morte, il va annexer les rives du Jourdain. Le but, c'est de continuer à complètement monopoliser ce qui reste encore du Jourdain à ce niveau-là. Je vous laisse imaginer les lendemains qui vont chanter. Je vais finir avec l'Australie. L'Australie m'a paru être un cas intéressant, parce que c'est un pays immense, 15 fois la France, très peu peuplé, 23 millions d'habitants, donc un gros tiers de la population française. Donc vous voyez, 15 fois la France, un tiers de notre population, on pourrait se dire, bon, ils ont de l'espace, ils ont un certain confort. Eh bien, le problème, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. D'abord, il faut savoir que la population, 90% de la population à peu près, est sur la bande sud-ouest, qui va d'Adélaïde jusqu'à Brisbane. Toute cette bonne zone-là, c'est là qu'il y a 90% de la population. La deuxième chose, c'est que une très grosse partie de ce pays est un désert, donc totalement inexploitable sur un plan agricole. La troisième chose, c'est que la zone agricole la plus importante, c'est la zone qu'on dit être du Murray-Darling. Et le Murray-Darling, c'est le bassin du Murray-Darling, c'est le bassin qui est composé par deux rivières qui sont là entre la Nouvelle-Galles du Sud et l'État de Victoria. Donc, toute cette partie péninsule sud-ouest. Ce qui se passe depuis quelques années en Australie, c'est que, pour des raisons que les climatologues malheureusement arrivent à assez bien expliquer, la pluviométrie baisse de façon dramatique, régulière, explicable, et phénomène qui ne s'inversera pas. C'est un petit peu gênant. Bientôt, les pluies hivernales ne toucheront plus que l'extrême sud de l'Australie et la Tasmanie. Et ils sont potentiellement exposés à un risque de pénurie d'eau beaucoup plus grave que dans d'autres régions de la planète, d'autant plus grave que pour l'instant, ils n'ont pas bougé sur leurs habitudes de consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'après le GIEC, l'augmentation des températures en Australie sera de 6,7 degrés. 6,7, vous vous souvenez qu'à la conférence de Paris, on parlait de 1,5, bon, plus personne n'y croit, on parlait de 2, plus personne n'y croit, ou pas grand monde. Là, on est de 6,7. Je ne sais pas si vous avez souvent vu un chiffre comme celui-là, à échéance 2080. Alors, en plus, oui, les 6,7 degrés, il faut savoir que c'est une moyenne. Et que le climat est ainsi fait qu'on connaît toujours des phénomènes paroxystiques. Vous vous en souvenez peut-être plus, mais en 2003, l'été de la grande canicule qui a tant frappé les esprits en France, les écarts des pics de température en 2003 avec la moyenne calculée étaient jusqu'à 15 degrés. Donc vous prenez 6,7 degrés et vous rajoutez quelque chose qui peut être de l'ordre de 15 à 20 degrés de plus dans un phénomène paroxystique. Donc on n'est plus à 6,7 degrés dans ces moments d'exception, on pourra être à 15 ou 20 degrés de plus que ça. Donc ça va être très compliqué à gérer. Et alors ce qui est intéressant, c'est les deux petits schémas que j'ai présentés derrière. En dessous, c'est pas très lisible, alors je vais vous expliquer. Le premier à gauche, c'est la sécheresse du millénaire au sud-est de l'Australie. Alors, c'est indiqué qu'entre 97, si j'arrive bien à lire, et 2000, ils ont eu la plus longue et la plus sévère sécheresse de toute leur histoire. Et quand vous regardez... ça, c'est la répartition de l'eau. En gros, c'était l'équivalent, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit quelque part, mais ce n'est pas très lisible, c'est l'équivalent du scénario le plus pessimiste qui avait été imaginé à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'ils ont connu, autour des années 2000, une situation qui correspondait au scénario le plus pessimiste qu'ils avaient imaginé à l'horizon 2050.
Voilà. Et la question, c'est comment ce pays va s'adapter, puisque pour l'instant, ils n'ont pas réellement commencé à faire un effort. Alors, vous savez, l'histoire de l'Australie, c'est jusqu'à... Je pense que l'Australie a été peuplée il y a à peu près 40 000 ans par Homo sapiens, qui a fait toutes les bêtises qu'il a fait partout. Donc il a chassé tous les gros mammifères. Quand il a fini d'exterminer un certain nombre de choses, parfois il s'est un peu calmé. Et jusqu'à il y a à peu près 250 ans, il n'y avait guère que les aborigènes qui habitaient là-bas. Et puis il y a 250 ans, vous connaissez l'histoire, les Britanniques se sont défaussés de tous les gens qu'ils ne voulaient pas voir. Et ils sont venus en Australie et ils ont apporté tout leur mode de vie, donc notamment au niveau agricole, donc pratique agricole, élevage, et le pays a été développé de cette façon-là. Le problème, c'est que ce pays n'a pas du tout un environnement, un écosystème qui est capable de supporter ce genre de développement. Alors, je ne veux pas prêter aux aborigènes une prescience, une prémonition véritable qui serait probablement pas raisonnable, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les sols se salinisent. Alors pourquoi les sols se salinisent ? Il faut savoir qu'à un moment donné, toutes les surfaces du globe ont été sous l'eau. Puis elles sont remontées sous le phénomène des tectoniques des plaques, de résurgence de montagnes. Mais il y a du sel, et c'est très bien parce qu'on a besoin de sel. Il y a du sel à peu près partout à faible profondeur. Quand vous irriguez en goutte à goutte, l'eau, elle va à la plante, pour la quasi-totalité. Quand vous faites des arrosages industriels, et vous les voyez beaucoup, quand vous regardez les photos aériennes aux États-Unis ou en Australie, vous voyez ces champs qui sont circulaires. Pourquoi ils sont circulaires ? C'est parce qu'il y a une rampe d'arrosage avec une alimentation au milieu et puis une rampe qui tourne. Donc ça décrit un cercle. Et donc là, vous arrosez de façon importante. Et si vous avez du sel pas trop profond, vous allez créer des colonnes d'eau qui vont faire remonter le sel. Et une fois que le sel est arrivé en surface, l'agriculture, ça devient très compliqué. Donc les sols se salinisent. Pour toutes les raisons que j'ai exposées avant, les feux de brousse sont de plus en plus intenses et commencent de plus en plus tôt dans la saison. Et l'eau commence à manquer cruellement. Voilà. Alors est-ce que les aborigènes, non pas que je sois capable de vivre comme un aborigène, c'est pas forcément un mode de vie auquel j'aspire, mais est-ce que les aborigènes avaient quelque part une prescience de ce qui était supportable par leur environnement ou pas ? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Mais les photos qu'on commence à voir sur l'Australie laissent présager quand même de situations pas très rigolotes. Voilà ce que l'on commence à trouver sur l'Australie. Donc, un panneau interdiction de baignade. Je pense qu'il ne viendrait à personne l'idée de se baigner là. Des poissons qui sont morts dans des failles de terre. Du bétail dont la nourriture dépend de plus en plus sur des aliments qui sont importés. Et puis vous comprenez que le petit dériveur qu'on voit à droite, il risque de pas naviguer avant quelque temps. Et l'Australie est réellement confrontée, et c'est probablement un des premiers pays riches, développés, qui est confronté à une situation aussi dramatique. Et pour l'instant, ils n'ont pas réagi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a comme une espèce de déni. Vous avez comme un animal qui est pris la nuit dans les phares de voiture. Il est complètement figé, il est bloqué, il n'a aucune capacité d'analyse, il ne sait pas comment faire, il ne voit pas le danger arriver. Et on a l'impression que les Australiens se comportent comme ça, mais ne nous moquons pas d'eux. Je pense que c'est malheureusement des comportements humains que d'autres pourraient avoir de la même façon. Voilà, c'était l'Australie, et je pense que ceci conclut ma présentation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.